Donc oui, dans le cadre de cette présentation, je vais m'intéresser euh, aux logiques de programmation en fait, de Netflix et à la manière dont les logiques de catégorisation ont pu participer à la popularisation de la dystopie et plus particulièrement des séries dystopiques auprès d'un public élargi en France. Donc rapidement pour recontextualiser, c'est une étude très exploratoire. Du coup, je serais ravie d'avoir vos retours dessus par la suite, mais que j'ai menée dans le cadre de ma thèse. Et en fait, j'ai essayé de m'interroger sur le succès des grandissants à partir de la seconde partie des années 2010, des productions dystopiques et plus particulièrement des séries dystopiques en me focalisant sur le contexte français. Donc, plusieurs éléments ont semblé confirmer le succès de ces productions. D'abord, un constat empirique, puisque lorsque j'ai débuté le terrain de ma thèse en 2017, j'ai constaté une forme de méconnaissance des publics vis-à-vis du terme et du genre dystopie, ou une connaissance plutôt partielle, à savoir la dystopie, le contraire de la dystopie. Pas forcément énormément de références sérielles ou filmiques associées au genre non plus. Par contre, en 2020, sur le terrain, j'ai constaté une familiarité beaucoup plus importante du grand public, entre très grosses guillemets, avec ce terme. Ensuite, autre constat, c'est mes lectures avec de nombreux travaux de chercheurs qui ont constaté une multiplication de ces productions dystopiques sans forcément les chiffrer. Plus en 2021, 2020-2021, la publication d'un numéro de Caderny sur le sujet. Ensuite, des entretiens menés auprès de journalistes français spécialisés dans les critiques de séries, ainsi qu'une analyse de la médiatisation du genre dans la presse française entre 2010 et 2020 qui montre vraiment un pic aussi à partir de 2016 dans la médiatisation de ce type de contenu. Et enfin, une analyse quantitative des productions appartenant à ce genre en tenant compte du contexte de Pic TV et de la concurrence accrue. Donc je vais essayer d'être assez claire et brève sur l'analyse quantitative de l'évolution de la production, mais en fait je l'ai menée à partir de la base de données française Allociné. Et l'idée, c'était vraiment de proposer un premier aperçu chiffré de la production des séries dystopiques diffusées en France entre 2010 et... alors, diffusées en France et créées entre 2010 et 2020. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé l'ensemble des séries classées dans la catégorie science-fiction de Allociné, puisque par définition, la dystopie peut être considérée comme un sous-genre de celle-ci. Donc, j'ai recensé un total de 173 séries. Donc, contrairement à la production sérielle globale dont je n'ai pas mis le tableau et il faudra me croire sur parole, ici on constate un net pic dans la production des séries de science-fiction en 2016, alors que dans la production globale, on a une production exponentielle, mais sans le pic de 2016. Pour faire bref. Donc le graphique tend vraiment à confirmer le succès de la science-fiction ces dernières années, phénomène que confirme Florent Favard, qui est spécialiste des séries de science-fiction, et qui l'explique par un regain de légitimité du genre. Et selon lui, c'est la qualité des productions qui a participé à élargir le public. Et en effet, j'ai constaté que ces séries n'étaient plus seulement produites et ou diffusées par des chaînes spécialisées comme Sci-Fi, mais se destinaient vraiment à des publics variés. Et par ailleurs, cette augmentation coïncide aussi avec le moment où les plateformes de vidéos à la demande généralistes, et notamment Netflix, ont investi dans les productions appartenant à ce genre. Donc la question que je me suis posée, puisque là on est sur la science-fiction, c'est de savoir où se situe la dystopie dans tout ça. Donc, à partir de l'analyse des synopsis des 173 séries recensées, j'ai isolé toutes celles qui correspondaient à la définition retenue dans ma thèse de la dystopie, à savoir, encore une fois, très rapidement, une série qui, sur le mode du « et si », met en scène un futur sombre, plus ou moins éloigné, qui va hypertrophier les conséquences d'orientation identifiées comme problématiques qui seraient déjà à l'œuvre dans nos sociétés actuelles, donc avec une dimension critique sur nos sociétés. Donc sur les 173 séries,
j'ai obtenu 54 séries qui correspondaient à la définition de la dystopie. Et là, le graphique que je vous ai mis à l'écran permet vraiment de confirmer en fait, l'hypothèse selon laquelle dans la seconde moitié alors pas du 19e siècle, de la décennie 2010-2020, les dystopies vont gagner du terrain et se multiplier sur nos écrans. D'ailleurs, à noter que l'étude quantitative présente quand même une limite, puisque sur Allociné, dans la catégorie science-fiction, on a des séries qui répondent à la définition de dystopie qui ne sont pas présentes, comme Years and Years, Squid Games, Layla, etc., qui ont été rangées dans les drames. Donc, il y a une limite et en même temps, finalement, ça confirme un peu l'ampleur du phénomène. Donc, ces chiffres, l'idée, c'était vraiment d'obtenir un aperçu de l'évolution de la production, mais surtout de renforcer l'hypothèse du succès de la dystopie. Puisque si la production continue d'augmenter, c'est qu'a priori, elle a su rencontrer un ou des publics friands de ce type de contenu. Donc ici, je vais me concentrer particulièrement sur le cas de Netflix et sur la manière dont la plateforme s'est saisie du genre. Il s'agit notamment de mettre en lumière le fait que le genre a été largement exploité par la plateforme et que je suppose que les dispositifs de catégorisation et les logiques de recommandation ont pu participer à la visibilité de ce genre et à son succès. Donc, alors, bien sûr, le choix de travailler sur Netflix n'est pas arbitraire, puisque je m'appuie sur 3 critères. Le premier, c'est que lors d'entretiens menés avec 29 sériphiles dans le cadre de l'étude de réception que j'ai menée dans la thèse, j'ai constaté que tous les enquêtés, sans exception, disposaient d'un accès à Netflix et utilisaient principalement Netflix pour visionner des fictions. Ensuite, deuxième critère, c'est qu'en France, selon le baromètre de la SVOD de Médiamétrie publié en 2020, Netflix est leader de la VOD en France et a le plus d'abonnements. Et ensuite, en interrogeant la production et la diffusion en France des séries dystopiques, j'ai constaté que Netflix diffusait en 2022 au moins 26% de ces séries. Je dis au moins puisqu'on l'a vu, des séries comme Layla, Squid Games, ne font pas partie du graphique et sont pourtant des séries dystopiques. Donc, un très bref rappel sur Netflix en tant que tel. Netflix s'est développé, a étendu la disponibilité de son service au monde entier en 2010 et a développé une offre différenciée en fonction de la localisation. En 2014, on a Netflix qui arrive en France. Dans le même temps, l'entreprise, devenue un géant de la VOD, va étoffer son catalogue en acquérant les droits d'exploitation de plusieurs séries ou films et en négociant l'exclusivité de certains contenus qu'elle présente comme des Netflix Originals. Je n'ai pas le temps d'y revenir ici, mais on pourra reparler de cette notion un peu obscure. Mais donc la programmation, et c'est là qu'on arrive au cœur de cette communication, la programmation, comme l'a dit Marion, est définie par Michel Souchon comme un art de la rencontre entre le public et une offre de programme. Alors, historiquement, elle est le fait de programmateurs et s'organise autour de la création d'une grille de programme et de stratégie éditoriale. Donc, bien que Netflix, on l'a vu, soit une plateforme et ne façonne pas de grille de programme selon les mêmes modalités qu'une chaîne de télévision, la question de la programmation comme rencontre avec un ou des publics s'est posée ici. Et j'avance l'hypothèse selon laquelle, par le biais des algorithmes de recommandation, des stratégies éditoriales qui vont consister à étiqueter des programmes et de construire en fait des sous-catégories hyper spécialisées, Netflix agit en fait en programmateur et a favorisé la rencontre de la dystopie entre différents publics. Donc depuis la fin des années 2010, on a un nombre de plus en plus conséquent de travaux qui portent sur Netflix, qui interrogent à la fois le design de l'interface, la manière dont celui-ci participe à forger l'image de marque de l'entreprise, des travaux qui s'intéressent à sa boîte noire, aux logiques économiques qui sous-tendent la constitution du catalogue et la façon dont les algorithmes aussi participent à façonner les goûts et les pratiques culturelles. Donc, j'ai essayé de m'inspirer de tous ces travaux et de mener empiriquement une exploration de l'interface de Netflix et de son catalogue français afin de comprendre vraiment la place de la dystopie et la façon dont ces contenus finalement rencontrent les abonnés. Et pour ça, je me suis appuyée sur 16 profils différents d'utilisateurs, dont mon profil personnel et un profil neutre. Et encore une fois, on aura l'occasion de rediscuter de cette neutralité toute relative. Et voilà.
Donc l'idée, c'était de proposer une première réflexion sur la manière dont Netflix s'est saisi de la dystopie et a participé à sa popularisation auprès d'un large public. Réflexion prudente, puisque comme le soulignait Amanda Lutz, les logiques du catalogue de Netflix sont en constante évolution, c'est-à-dire au jour le jour, et les algorithmes demeurent caractérisés par une très forte opacité. Donc à partir des données chiffrées dont je dispose, je suppose que Netflix a plébiscité la dystopie en commandant des programmes originaux et en diffusant un nombre important de séries télévisées appartenant à ce genre, lui octroyant déjà d'emblée une visibilité importante. À travers les différents dispositifs de catégorisation et le succès mondial rencontré par certaines séries télévisées, pour ne citer que Black Mirror, il me semble également possible de faire l'hypothèse que la plateforme de streaming a participé à son succès. J'ai l'impression de me répéter, tout en favorisant l'élargissement de son public. Donc, en 2022, Netflix diffusait, je vous l'ai dit, 26% des séries télévisées de science-fiction faisant partie de celles recensées sur Allociné. Par ailleurs, et là ça fait écho à l'intervention d'hier de Greta Delpano, la plateforme propose également pour chacun de ses contenus 3 étiquettes, dont une étiquette dystopique, ce qui témoigne du coup de l'importance du genre dans le catalogue. Parmi, je sais pas si je me suis perdue dans le PowerPoint, c'est bon. Parmi toutes ces séries diffusées sur Netflix, du coup, j'ai isolé celles catégorisées comme des dystopies par la plateforme grâce à la présence de cette étiquette afin d'interroger l'évolution de la présence en fait, de ce type de série dans le temps et dans le catalogue français. Et c'est ce que montre du coup le graphique présenté sur le PowerPoint. Donc l'évolution chronologique témoigne bien d'une hausse importante de la création de ce type de série en 2018, où sur les 8 séries créées cette année-là, on en a 5 qui appartiennent du coup au genre de la dystopie. Et cette tendance va se poursuivre du coup en 2019 et en 2020. Alors, elle diminue un petit peu en 2020, mais pour rappel, il y a eu la crise Covid qui a quand même limité le nombre de productions. Ce qui peut s'expliquer du coup par des stratégies de programmation de la plateforme et qui rejoignent aussi des intérêts économiques et donc une popularité croissante de la dystopie. Alors juste une limite que j'aimerais souligner ici, c'est qu'en retenant comme critère la date de création de chaque série et non leur date d'arrivée sur le catalogue français Netflix, c'est des données qui ne sont pas publiques. C'est pas forcément très simple de constituer un graphique réellement représentatif de l'évolution de la diffusion de ces séries, de la mise en ligne de ces séries sur le catalogue Netflix, et donc de dater réellement l'intérêt de la plateforme pour le genre. En raison aussi de l'instabilité du catalogue liée aux modalités des licences et des droits de diffusion. Quelques précisions quand même qu'il est possible d'apporter. Donc en 2011, la série science-fiction 2011, c'est Black Mirror, créée en 2011, qui voit le jour. Par contre, fin 2015, elle est rachetée par Netflix et en 2016, Netflix produit et met en ligne sur son catalogue la 3e saison de cette série. Et là, cette année, du coup, on a eu la 6e saison. Pareil, la série dystopique créée en 2014, c'est The 100, qui est produite et diffusée aux États-Unis par la CW et que Netflix diffuse en 2015. Donc on voit qu'aux alentours de 2015, on a quand même sur Netflix l'arrivée de plusieurs séries appartenant à la dystopie. Et que c'est vraiment dans la seconde moitié de la décennie qu'on peut observer l'arrivée sur la plateforme des séries dystopiques, de plus en plus nombreuses. Succès du genre qui donne lieu par la suite à des créations originales commandées par Netflix, telles que 3% en 2016, Alter Carbone en 2018, ainsi qu'à l'ajout sur le catalogue français du site dystopique initialement diffusé sur Arte et regroupant Trépalium, Ad Vitam, Osmosis, etc. Donc certaines séries, et notamment les séries d'Arte, ont fait des apparitions très brèves dans le catalogue. Pour disparaître par la suite, ce qu'on peut aisément expliquer par de faibles audiences. Puis Trépalium, par exemple, a quitté le catalogue le 11 août 2018. Donc, compte tenu du nombre important de titres, on peut supposer que la dystopie rencontre un certain succès, puisque Netflix, dans son objectif de rentabilité, limite le coût des titres sous licence à ceux qui offrent un avantage clair et direct au niveau des abonnés. Et là, je cite Amanda Lutz.
Donc en tapant dystopie dans la barre de recherche de Netflix, plusieurs résultats apparaissent et c'est l'image à droite sur le PowerPoint. Donc sur la version classique, à savoir la version ordinateur ou télévision, on a une liste qui est proposée ainsi qu'une sous-catégorie appelée futur dystopique. En comparant les résultats de cette même recherche obtenue par 16 comptes Netflix différents, on se rend compte que la liste de titres proposés diffère d'un compte à l'autre selon des critères de pertinence et en fonction des goûts de chaque utilisateur qui vont être calculés par l'algorithme. En revanche, lorsque l'utilisateur va cliquer sur la sous-catégorie suggérée, à savoir ici futur dystopique, l'offre et l'organisation des titres est la même pour chaque utilisateur. En 2022, donc, la dystopie est un genre largement représenté sur la plateforme, et du coup je vais passer très vite là-dessus, puisqu'on dénombre 42 titres, dont 29% de titres originaux. Et 12, pardon, ça y est, je me suis perdue, il reste 5 minutes. Parmi les séries originales Netflix, appartenant au catalogue, on a également 12 productions qui sont situées dans 7 pays différents. Du coup, cette diversité aussi en termes de pays d'origine témoigne d'un intérêt particulier, puisque je vais passer rapidement là-dessus, mais l'idée, ça va être de proposer, ça présente un intérêt pour des publics locaux et à la fois pour les publics, pour l'audience transnationale de Netflix. Donc, je vais passer directement aux logiques de catégorisation de Netflix. Si on prend une plateforme en France comme OCS, les séries dystopiques ne constituent pas un genre à part entière, puisque les catégories de classement, on va retrouver les coutumiers fantastiques, drame, horreur, etc. En revanche, le genre dystopique, je vous l'ai dit, dispose sur Netflix d'une étiquette dédiée. Et lorsqu'on entre dystopie dans la barre de recherche, on va être envoyé vers des sous-catégories différentes. Ces 3 étiquettes sont récentes puisqu'en 2017, ces catégories spécifiques n'étaient pas visibles aux yeux des utilisateurs. Et malgré le fait que ces catégories sont rendues visibles, on a toujours, faut pas les confondre avec les alt-genres qui sont au nombre de 77 000 en 2014 selon Alex Madrigal. Et en fait, sur Netflix, chaque programme visionné est associé à de nombreuses étiquettes par des équipes dédiées. L'idée, ça va être d'hyper-segmenter en fait ces programmes afin de créer de les faire correspondre à des communautés de goût hyper-segmentées. Donc pour Amanda Lotz, là, je vous ai mis à l'écran les étiquettes. Les alt-genres, on va les retrouver dans la bibliothèque associée. Et Amanda Lotz explique que ces multitudes d'alt-genres ont été lissées, en fait, dans des rubriques de ton. Ici, série SF, série politique, mais qu'elles continuent à être actives en arrière-plan par le biais des algorithmes. Donc, l'étiquette dystopique s'apparenterait donc à la logique des chaînes spécialisées du câble qui, en raison de l'éparpillement des audiences, proposer une offre spécialisée à un segment bien précis du public et correspondant à ce que Netflix appelle les verticals et que Joseph Adalian définit comme des regroupements similaires de programmes spécifiques. L'idée, ça va du coup être de proposer ces regroupements spécifiques à des communautés de goûts variés, puisque chez Netflix, les communautés les cibles en fait ne sont plus regroupées selon des données socio-démographiques, mais bien selon des communautés de goût. Donc, autre élément notable découvert grâce à l'utilisation du profil neutre, c'est que les 3 étiquettes ne sont visibles qu'aux utilisateurs n'ayant pas encore visionné le programme. Donc, on est bien dans cette logique de catégorisation qui relève de stratégies de ciblage hyper spécifiques et de captation de l'attention par les utilisateurs.
On peut également supposer que cette hyperspécialisation permet d'élargir le public d'un contenu en le proposant à diverses communautés de goût, ce que Netflix appelle les taste communities ou les taste clusters, soit des groupes de spectateurs regroupés autour de leur goût pour certains titres. Et cette hypothèse tend à se confirmer lorsqu'on s'intéresse à la version mobile de Netflix, puisque là je vous ai mis un extrait ici. Lorsque l'utilisateur recherche dystopie, on va lui proposer 18 listes de sous-catégories. Et toujours en comparant les résultats obtenus par les 16 utilisateurs, on peut s'apercevoir que les 2 premières listes ne varient pas, puisque ça va être meilleur résultat, futur dystopique. Pareil, la 18e liste, vous aimerez aussi peut-être. Et par contre, on va avoir des catégories personnalisées selon les profils de chaque utilisateur. Donc on a des sous-catégories récurrentes, post-apocalyptique, thriller de SF, etc. Mais on a aussi des catégories beaucoup plus confidentielles, à savoir films et séries allemands, films réalisés par des femmes, films, jeux de manipulation, etc. etc. Au sein même des sous-catégories communes, on n'a pas de différence entre les titres et leur ordre selon les utilisateurs. C'est vraiment les listes qui vont varier, les sous-catégories qui vont varier d'un utilisateur à l'autre. Et il est essentiel de noter que ces résultats ne sont pas stables et peuvent varier d'un jour à l'autre pour le même utilisateur, ça on l'a observé, en raison des systèmes de recommandation qui tiennent compte de la moindre activité sur l'interface. Donc finalement, la dystopie est associée par l'algorithme à un nombre important de sous-catégories et en cela, Netflix va contribuer à élargir le public de ce genre puisque contrairement à une programmation linéaire, l'hypersegmentation va permettre d'élargir le public en le suggérant à des internautes qui vont appartenir à des communautés de goûts variées selon une multitude de critères pris en compte par l'algorithme. De même, les séries prises individuellement vont être insérées dans de multiples grappes de fiction et des sous-catégories extrêmement variées. Par exemple, une série comme The Hundred, donc je vais passer rapidement, une série comme The Hundred va être proposée par Netflix et associée à des grappes telles que Dark, The Rain, Mad Max, donc vraiment liées au genre en lui-même ou à l'ambiance, mais également à des grappes de fiction rassemblant, et là on ne le voit pas parce que ce n'est pas en plein écran, mais des séries comme Elite, Riverdale, des séries beaucoup plus adolescentes. Et ça, c'est une caractéristique de The Hundred. C'est une série à destination young adult. Donc voilà, c'est une manière de publiciser un petit peu la dystopie, puisque une fois que ces communautés auront visionné et peut-être aimé The Hundred, on leur suggérera d'autres séries en lien avec le genre de The Hundred et potentiellement la dystopie. Je vais conclure là-dessus parce que je pense que c'est terminé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.